Nicole Desolbal, l'Observatoire de la Côte d'Azur regroupe et pilote des activités de recherche en sciences de la Terre et de l'univers. Il se compose notamment de 3 unités mixtes de recherche. Le laboratoire Joseph-Louis-Lagrange est l'une d'entre elles. Quels sont ses principaux sujets de recherche? Le laboratoire Lagrange, on est un laboratoire en astrophysique où on s'intéresse à la structuration de la matière dans l'univers, en commençant avec la poussière, donc les missions de retour d'échantillons. On a des chercheurs qui travaillent donc directement sur le matériel qui s'est formé au début du système solaire. Ça passe par les étoiles, par les systèmes planétaires, aussi les exoplanètes, jusqu'aux galaxies, donc les structures comme la Voie lactée. Au projet astrophysique s'ajoutent encore d'autres activités connexes. Donc on a une équipe très forte qui s'intéresse pour l'instrumentation optique infrarouge au sol. On a notamment une équipe d'interférométrie qui est reconnue au niveau mondial. Et on a aussi une équipe de traitement de signal qui travaille beaucoup sur la reconstruction d'images, aussi avec l'intelligence artificielle. Et puis on a une équipe de physique fondamentale, de physique en fluide, qui s'intéresse pour les phénomènes de turbulence par exemple. Donc, comme vous venez de le dire, le laboratoire Joseph-Louis-Lagrange est un laboratoire pluridisciplinaire. Combien de chercheurs travaillent en son sein? On a 200 membres en total. Cela comprend les chercheurs et enseignants-chercheurs permanents. Cela comprend aussi les ingénieurs et l'équipe administrative. Et on a aussi un grand nombre de jeunes, de postdocs et de doctorants qui travaillent chez nous et qui préparent donc leur carrière scientifique. Des compétences en calcul à haute performance sont au cœur des capacités des équipes du laboratoire Lagrange. En quoi ces compétences vous servent-elles dans les observations acquises sur les grands télescopes au sol et dans l'espace? On travaille sur plusieurs aspects pour cela. Donc, c'est pas toujours la HPC, mais en général, je dirais la préparation des logiciels. On est très fort à la préparation des catalogues qui viennent des missions spatiaux. Les données brutes, ils viennent de l'espace. Ils sont accueillis par les agences comme le CNES ou l'ESA. Et puis après, il faut faire tout un travail d'astrophysique pour que ces données puissent être utilisées par la communauté internationale. Donc, on est aussi impliqué dans ce qu'on appelle les logiciels de contrôle commande pour les grands télescopes au sol, comme par exemple le VLT, le Very Large Telescope de l'ESO, ou maintenant le ELTO, aussi la nouvelle génération. Ce télescope est en train d'être construit, va être le plus grand télescope au sol dans le monde avec 39 mètres de diamètre. Et puis après, on a encore 2 grands volets. D'abord, et là je rentre maintenant vraiment dans l'HPC, on est un des centres pour le nouveau radiotélescope SKA, le Square Kilometer Array, en France. On est impliqué dans 2 volets, notamment un volet à l'interface entre le matériel et le logiciel. Et l'autre, c'est la préparation d'établir les liens entre l'observatoire lui-même et les utilisateurs avec les services de proximité qui vont être fournis. Le laboratoire joue également un rôle majeur dans le traitement et l'analyse de données des missions Euclide ou OSIRIS-REx. Quelle est votre participation à ces missions qui cherchent à percer les mystères de l'univers? Oui, et sur toutes les échelles, justement, parce que là, vous parlez à la fois du très grand, le plus grand et le plus petit qu'il y a dans l'univers. Le plus grand, parce que Euclide est une mission en cosmologie qui devrait, comme but principal, mesurer la balance entre l'énergie noire qui mène à une accélération de l'expansion de l'univers et la matière noire qui s'y oppose. Une partie de ces observations-là passe par ce que sont les amas de galaxies. Donc ce sont les structures les plus grandes dans l'univers qui sont gravitationnellement liées. Ce sont des structures de millions d'années-lumière de diamètre qui contiennent des milliers de galaxies. Ces amas de galaxies, elles sont aussi super intéressantes pour eux-mêmes parce qu'on ne sait pas exactement comment ils se sont formés. Ils ont certaines particularités par rapport à d'autres galaxies. Il y a des énormes masses de gaz extrêmement chauds, 1 million de degrés et plus. Et Euclide, pour la première fois, nous donnera la possibilité donc d'observer des grands nombres de ces amas-là entre aujourd'hui et la phase précoce dans la formation de l'univers jusqu'au il y a 10, 11 milliards d'années. Et on sait que les amas ils se sont formés pendant cette période-là, donc on pourra voir vraiment in situ comment ça se formait. Donc Euclide, nous on est dans une position clé pour cette analyse des amas parce que depuis une dizaine d'années, nos chercheurs ils ont préparé les catalogues de ces amas-là et pour pouvoir étudier les amas, d'abord il faut les identifier, il faut faire les études statistiques derrière et tout ça nécessite des catalogues qui sont fiables, qui sont bien définis, qui sont bien compris aussi avec tous les pièges qui sont toujours dans les données. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait ici au laboratoire et qui est une contribution majeure à la mission Euclide. Et OSIRIS-REx, donc c'est l'autre extrême. C'est une mission américaine où ont participé plusieurs laboratoires en Europe. Nous, on est le seul laboratoire sur le continent européen qui a obtenu du matériel qui est vraiment venu de cette mission-là. Et on a 2 chercheurs au laboratoire
Thilo Borel et Patrick Michel, qui sont impliqués maintenant à l'analyse de la poussière qui est venue. Et là, on parle des micromètres, des mini-structures qu'on peut voir avec des microscopes, avec notamment une technique de cathodoluminescence. C'est une poussière d'astéroïdes? C'est une poussière primordiale qui nous donne des informations à très petite échelle donc sur la formation du système solaire, qui vient donc d'un astéroïde. Et nos chercheurs, ils donnent la partie de compétences astrophysiques qui rentrent dedans, d'interprétation de ces images, de voir la structuration fine à l'intérieur de ces graines de poussière pour en déduire quelle était l'histoire détaillée de la formation du système solaire. Le laboratoire Lagrange est aussi à la tête d'un consortium européen de développement MATIS, un instrument offrant une résolution spatiale équivalente à celle d'un télescope de 150 mètres de diamètre. Cet instrument a été installé au Chili, je crois. Où en est-on de ce programme? MATIS fonctionne, il fonctionne très bien, il produit des données qui sont passionnantes. Donc il y a deux instruments. Vous avez le VLT, le Very Large Telescope, avec les 4 télescopes et avec plusieurs petits télescopes encore ancillaires. Il y a deux instruments derrière. Il y a MATIS qui travaille dans l'infrarouge moyen. Il y a aussi un instrument qui s'appelle Gravity Plus, qui travaille dans l'infrarouge proche, donc les températures sont un peu plus grandes que vous pouvez observer avec cet instrument-là. Et donc les deux ensemble, ils vous permettent d'observer de la poussière dans différentes classes d'objets astrophysiques. Pour MATIS en particulier, ce qui est intéressant, donc vous avez des observations d'exoplanètes par exemple, et des systèmes de soleil avec les planètes qui sont à côté. Vous avez aussi des disques protoplanétaires, donc avant qu'il y ait la planète à côté du soleil, il y a un disque de poussière parce que les planètes ne sont pas encore formées, que vous pouvez aussi observer avec MATIS. Vous pouvez observer pour les étoiles proches la taille des étoiles, les étoiles proches et très grandes, qui vous donnent des paramètres beaucoup mieux définis qu'avec, si vous avez juste un point, ce qui vous aide avec d'autres observations plus tard, à mieux contraindre l'âge des étoiles par exemple. Et puis finalement, vous pouvez maintenant aussi observer des objets plus lointains dans l'univers. Donc l'interférométrie, vous avez beaucoup de résolution parce que vous simulez des télescopes de la taille qui correspond à la distance des deux petits télescopes qui sont les plus éloignés l'un de l'autre, mais vous n'avez pas la surface qui vient avec, qui collectionne la lumière. Donc il vous faut des objets qui sont très brillants pour balancer cette perte de lumière. Et aujourd'hui, par contre, on a la sensitivité qui vous permet d'observer aussi des objets qui ne sont pas dans la Voie lactée, que vous pouvez voir d'habitude à l'œil nu presque, mais qui sont des objets de plus en plus faibles dans notre galaxie. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça nous permet pour la première fois de regarder dans les noyaux actifs de galaxies où vous avez des trous noirs supermassifs. Donc ce sont des objets très 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 bizarres avec des processus très très énergétiques. Et quels sont les projets que vous aimeriez mener dans les prochaines années? On a beaucoup de projets. C'est difficile de répondre à la question parce que je ne peux pas tout nommer et quelqu'un va être malheureux si je ne mentionne pas son projet en particulier. Mais donc un des gros projets de la communauté française, en astro tout entière, c'est maintenant la préparation de l'instrumentation pour la prochaine génération de grands télescopes. J'ai déjà mentionné le Extreme Large Telescope de l'ESO qui est en train d'être construit. On est impliqué dans plusieurs instruments pour ce télescope, en commençant par l'instrument Mosaïque qui va vous permettre d'étudier justement les galaxies dans les amas très très lointains ou des étoiles dans la Voie lactée beaucoup plus en détail que ce qu'on peut faire aujourd'hui. On est aussi en train de proposer un nouveau mode d'observation à un instrument qui s'appelle Ondes, qui va vous permettre d'observer les systèmes d'exoplanètes, donc les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, avec aussi une précision de laquelle on ne peut que rêver aujourd'hui. Et on est en train de proposer un mode dit coronographique qui vous permet de bloquer la lumière de l'étoile qui est très brillante dans le centre pour mieux voir la lumière de la planète qui est juste autour, qui est beaucoup plus faible. Il y a une autre manière de bloquer la lumière des étoiles c'est d'utiliser un interféromètre. Donc normalement on utilise les interféromètres de manière qu'on a les images observées avec chaque télescope qu'on utilise, qu'on combine pour donc avoir cette très haute résolution qui correspond à un télescope de, vous l'avez dit, 150 mètres ou à peu près. C'est ce qu'on appelle l'interférométrie constructive. Donc la lumière des deux télescopes, elle se renforce. Mais il y a une autre manière d'utiliser le même principe où on peut faire sorte que la lumière qui vient d'un télescope va annuler ou presque la lumière venant de l'autre télescope. Donc la magie derrière, pour moi c'est de la magie, c'est d'utiliser ce phénomène pour faire disparaître la lumière de l'étoile tout en laissant la lumière de la planète à côté. Donc ça c'est un projet qui s'appelle Asgard. L'instrument est en train d'être assemblé chez nous dans les salles blanches ici au laboratoire. Et puis après il y a aussi à plus long terme, là on pense déjà jusqu'en 2040, voire au-delà, il y a maintenant des activités à l'ESO autour d'un nouveau instrument qui s'appelle le PCS, qui va permettre de mieux étudier justement les exoplanètes et aussi leurs atmosphères.
un peu dans la démarche de trouver la deuxième Terre dans l'univers. Donc là, il y a la communauté qui est en train de se former et nous, on est aussi impliqués maintenant dans cette phase. Dans le spatial, on a aussi tout un nombre de missions à venir, en particulier une mission pour faire un rendez-vous avec l'astéroïde Apophis qui va s'approcher très très proche de la Terre en 2029. Et donc là, l'ESA, elle vient de juste accepter une mission pour voir un peu les effets des forces de marée sur cet astéroïde. Et là, on est aussi fortement impliqué. Donc, il y a aussi un aspect d'apprendre comment dévier les astéroïdes si jamais ça se rapproche encore un peu plus. Donc ça, c'est un autre gros projet qui est à venir. Et peut-être le plus grand de tout, c'est SCA, j'en ai déjà parlé. Mais SCA sera graduellement, au fur et à mesure, dans les années à venir, un instrument excellent pour observer les phases très très précoces dans l'histoire de l'univers, avec notamment ce qu'on appelle l'époque de réionisation. C'est avant que les premières étoiles se sont formées dans les premières galaxies. L'univers était rempli d'hydrogène, il n'y avait rien d'autre parce que tous les autres éléments, ou presque, ils ont été créés dans les étoiles. La plupart de toute la diversité de matière qu'on voit aujourd'hui sur Terre, par exemple, elle a été créée dans les étoiles, mais à l'époque, il n'y avait pas d'étoiles. Donc vous aviez juste ce gaz, et ce gaz, il a produit la lumière avec des processus très 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 souples dans les atomes d'hydrogène. Et cette lumière-là, on peut la mesurer avec SCA. Donc ça, c'est un des cas scientifiques majeurs pour SCA, pour voir la structuration très très précoce dans cette phase. Puis après, à un peu plus long terme, une autre grande mission spatiale pour revenir dans l'espace. On est impliqué, c'est la mission LISA. Donc là, on parle de la physique fondamentale et de la cosmologie. Et donc, LISA serait la première mission spatiale, de nouveau avec de l'interférométrie, avec seulement 3 satellites, mais qui vont mesurer en permanence la distance entre les 3 satellites à très haute précision, pour voir s'il y a justement ces différences de l'espace lui-même, caractérisées par un changement de distance entre les satellites, qui va vous expliquer s'il y a une onde gravitationnelle qui est passée à travers. Et ces ondes gravitationnelles, ils nous disent quelque chose sur les fusions des trous noirs. On a déjà trouvé les premières traces avec des instruments au sol, mais on voudrait bien comprendre plus systématiquement quelles sont les caractéristiques, quel est le lien avec l'astrophysique, l'évolution des étoiles, comme on la connaît.